Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, et merci d'honorer le rendez-vous. La patrie de Béhanzin, Bioguera, Kaba, parlant du Bénin, est en danger. Que dis-je? En grand danger. Pour restituer l'expression de l'auteur, les mots sont ceux de l'ancien président béninois, Nicéphore Soglo. Une attaque djihadiste serait-elle passée par là? Ou une insurrection? Non, mesdames, messieurs, rien de tout ça, rassurez-vous. Est plutôt mise en cause la gouvernance à l'ère du régime du nouveau départ, ou si vous préférez, du Bénin révélé, qui porterait en elle des germes de tensions insoupçonnées. Le Bénin ne jouirait que d'un calme de fait, une stabilité apparente. Pour une paix durable, Patrice Talon est invité à changer de fusil d'épaule. Appel du président Soglo au régime Talon. De l'alarmisme ou une réelle contribution à l'œuvre de développement. C'est bien là le thème au menu de votre émission Débat du jour. Sur ce plateau, la relève montante au niveau de la classe politique béninoise. La fine fleur, dit-on, Dieudonné Biao, portera la voix du PPS, le parti du peuple souverain, dont il est d'ailleurs le porte-parole. Dieudonné Biao, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Et merci pour la disponibilité. Non, c'est moi de vous remercier. En face de lui, un autre, lui, porte-étendard aussi de la jeunesse. Dans ce combat pour un Bénin mieux que celui qu'on a connu jusqu'à présent. En tout cas, c'est le leitmotiv. La voix reste très pertinente, il paraît, depuis quelque temps. Laurent Delors-Faton est son nom, on ne le présente plus. Il est le secrétaire national à l'économie et numérique des FCBE, adjoint bien entendu, prêt à gravir les échelons. Laurent Delors-Faton, bonjour. Bonjour, monsieur Joël Etondi. Et merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir renouvelé. Les sujets brûlants de l'heure, l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Soglo, en a une fois encore parlé. L'homme a donné de la voix 7 minutes durant. 7 minutes d'une intervention qui peint un tableau plutôt inquiétant de l'Orphaton du Bénin à l'ère de la rupture pour un nouveau départ. Était-ce opportun, cette sortie? Quand on voit ce que nous vivons depuis 2016, précisément le 6 avril 2016 au Bénin, et que l'ancien président de ce groupe parle, il faut voir un sage. Un sage qui pratiquement la touche, voit ce qui se passe et a envie de se prononcer. N'a pas envie de voir ce pour lequel il s'est battu, ce pour lequel il a combattu, parce qu'il est un acteur majeur de 90, et il fut aussi un ancien président. C'est-à-dire que c'est celui qui a tenu le Bénin dans les premières heures de la démocratie. Ça veut dire que celui-là connaît ce qu'on a vécu quand on a fait la transition au Bénin, et il a vécu, il a dirigé de main de maître le Bénin durant les 5 premières années de la démocratie. C'est-à-dire qu'il sait de quoi il parle. Et quand aujourd'hui, de sa position d'ancien président, et aussi de sa position d'ancien président considéré de par le monde entier, il voit ce qui se passe au Bénin, je pense qu'il n'a pas mieux à faire que de se prononcer. Et ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Vous l'avez vu aux côtés des autres, le président Boni Yayi et autres leaders politiques au moment où il y avait l'appel de Djefa. Ça veut dire que si l'appel de Djefa a eu lieu et pratiquement un an plus tard, il revient et que nous savons tous que rien n'a changé, je pense que cet appel ne peut qu'être la bienvenue. Parce qu'il est sorti une fois avec d'autres acteurs politiques majeurs de la scène politique béninoise et ils ont parlé. Mais de l'appel de Djefa à ce jour, nous sommes tous convaincus et conscients que la situation s'est dégradée davantage. Si au départ, c'était les prémices d'un système... Dans de langue de bois. Non, mais écoutez, nous sommes au Bénin et nous suivons tout. Il n'y a pas de concession à faire quant à ce que nous vivons aujourd'hui, parce que ne nous leurrons pas. Les jours à venir ne promettent pas quelque chose de nouveau que, je dirais, le désastre. Parce qu'on a commencé très tôt à alerter. Nous, en tant que jeunes, en tant que personnes, je dirais, anonymes, on a commencé et d'autres personnes ont suivi par la suite. Et chacun parle, mais rien ne change. Et le contexte dans lequel le président Patrice Talon s'est exprimé, un contexte bien précis.
Il a précisé on y revient. De l'autre avec cette sortie ne peut qu'être la bienvenue. Et une fois encore, c'est un sage qui a parlé. En tout cas, c'est votre gars, c'est vous qui parlez de sagesse. Il y a eu d'autres sons de cloche, on y revient sans doute tout à l'heure. Mais avant, oui, tu donnais Biao, vous l'avez suivi. Une sortie de plus, disent d'aucuns. À l'entame, je voudrais d'abord rendre hommage à nos anciens chefs d'État, morts et vivants, et prier le Créateur des cieux et de la terre d'accorder une longue vie à nos anciens chefs d'État qui sont encore avec nous. Je veux parler de l'ancien chef d'État, le docteur Thomas Boni Yahi, et le PP, Nicéphore Dieudonné Soglo. Et rentrer dans le contexte du sujet pour dire que le président Nicéphore Dieudonné Soglo est une représentation vivante de l'esprit du consensus démocratique de février 1990. Et aujourd'hui, il serait coupable de rester silencieux face à la destruction de notre édifice démocratique. Il a raison de s'inquiéter. Il a raison de tirer la sonnette d'alarme, quitte aux actuels dirigeants de revoir leur copie. Nous, génération montante, nous prions au PP parce qu'il est aujourd'hui pour nous un éclaireur. Un éclaireur, dites-vous, mais on a entendu d'autres jeunes penser qu'un instant, l'homme est en train de jouer au trouble-fête. Et il aurait pu bénéficier de son repos paisiblement que de faire une sortie comme celle-là à venir troubler plutôt la quiétude des populations qui demandent mieux. Non, quand on a construit une maison de son vivant, on ne peut pas laisser cette maison se détériorer ou bien laisser des gens venir ou bien des gens que vous-même vous avez fabriqués. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le président Nicéphore Dieudonné Soglo, il a battu campagne pour le président Talon pour son avènement. Et là maintenant, il est en train de constater que la démocratie chèrement acquise est en train d'être saccagée. Lorsque vous avez et il ne peut pas se taire, c'est de son devoir d'alerter le peuple, c'est de son devoir de dire aux concitoyens aujourd'hui de se lever pour sauver la démocratie. Alors, devant les caméras du monde entier, dans cette démarche, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait que de s'approcher de celui, comme vous le dites, qu'on a contribué à ici, à asseoir dans ce fauteuil douillet? Le président Nicéphore Dieudonné Soglo n'est pas à sa première sortie. Mais pourquoi toute cette sortie qu'on peut discuter? Dans sa première sortie à la salle Majestic, il était clair. Il dit, je l'ai rencontré, je lui ai parlé, je veux parler du président Patrice Talon. Mais il n'a pas voulu écouter. On dit, un vieux assis voit mieux qu'un enfant qui est debout. Et on dit, si vieillesse pouvait, si jeunesse savait. Aujourd'hui, eux, ils ont donné le bon exemple, c'est de bons démocrates qui ont laissé le pouvoir tranquillement. Et ils sont en train de rêver d'un Bénin meilleur. Et si aujourd'hui le président Patrice Talon ne veut pas les écouter, mais c'est de leur rôle, de leur responsabilité d'appeler le peuple à prendre son destin en main. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, il s'agit du respect du peuple. Le respect du peuple, dit-on, de l'OFATON, dans la démarche actuelle. Est-ce qu'il n'y avait pas vraiment d'autres alternatives? Parce que beaucoup se sont un peu inquiétés de cette sortie, surtout dans l'allure et le ton. On aurait pu une fois encore, dit-on, souffler à l'oreille de l'homme qui tient désormais les gouvernails, de ce que vraiment il y a lieu de revoir le virage. Vous savez, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, par rapport à cette sortie particulièrement, est resté dans une posture, je dirais, nationale. Parce que nous connaissons, on n'a pas fait de la politique de l'autruche. Il y a eu des moments où le président Soglo a pris des positions qui étaient des positions purement paternalistes, des positions qui ne concernaient que des intérêts particuliers. Et ça, toutes les fois, on l'avait dénoncé. Ça, nous connaissons ce passé où quelquefois on a critiqué. Donc il y a une particularité dans cette sortie. Oui, mais la sortie d'hier
lisez le texte, vous verrez qu'il n'a à aucun moment parlé de lui. Il n'a à aucun moment parlé de ses intérêts. Il a décrit une situation qui se place dans un contexte sous-régional et international. Il n'a fait que décrire ce que nous connaissons tous, ce que tout le monde connaît au Bénin, et ce que nous vivons. Et dans cette posture, on ne peut pas chercher à jeter de l'opprobre sur sa personne. Parce qu'il est souvent difficile pour nous d'analyser le contenu des gens de manière contextuelle. On veut toujours se référer à leur histoire, à leur passé. Il est arrivé des moments donnés où les positions du président Soglo sont des positions polémiques, nous connaissons. Mais cette fois-ci, le texte qu'il a prononcé, ce qu'il a dit, est assez clair. Et quand vous demandez à ce qu'il serait peut-être préférable qu'il trouve d'autres canaux pour porter le même discours. Ça, c'est ce que certains pensent, oui. S'ils le disent, mais il faut qu'ils oublient quelque chose. Quoi? À la veille de l'indépendance, je pense que le soir de l'indépendance de l'année dernière, quand il a quitté la fête, il s'est rendu chez le président Patrice Talon et ils ont parlé. Ça veut dire qu'ils se parlent. S'ils ont parlé, et nous savons qu'ensuite, à cette période, il y avait des crises dont on parlait déjà. S'ils ont parlé, et qu'un an plus tard, parce que M. Biaou l'a dit clairement, Patrice Talon n'est pas seulement un candidat que le président Soglo a soutenu. C'est pratiquement son fils, c'est son poulain, on peut dire. Soglo fait partie de ceux qui l'ont construit, ceux qui l'ont hissé, là où il est aujourd'hui. Il n'y avait aujourd'hui. pas eu d'alternative à l'HV, le linge sale en famille, s'il faut caricaturer. Ça veut dire qu'il connaissait les moyens par lesquels il devrait aller le voir. Il était allé le voir une ou deux fois, nous l'avons vu dans les médias. Et si, après l'avoir vu, la gouvernance n'a pas changé, je pense qu'on ne peut pas toujours continuer par laver le linge sale en famille si le vis-à-vis a les oreilles sourdes. Parce qu'apparemment, il aurait parlé et personne ne l'a écouté. De la gouvernance Talon, qu'a-t-il dit exactement chez téléspectateurs? On n'aura pas à vous jouer l'intégralité d'une intervention qui, c'est vrai, n'aura pas trop duré, mais on vous présentera la substance de cette intervention. Avec donc la complicité de la régie, nous allons pouvoir écouter l'ancien président béninois, Nicéphore Dieudonné Soglo. Ensuite, on reviendra sur ce plateau pour poursuivre le débat. Au Bénin, après les accusations d'empoisonnement et de coup d'État proférées sous l'Ancien Régime contre l'actuel chef de l'État et la fuite de ces derniers en France, la lutte contre la corruption est devenue bien vite dans notre pays la mise en œuvre de la vieille philosophie œil pour œil, dent pour dent, c'est-à-dire la loi du talion, l'esprit de revanche. Et le peuple béninois, affamé, malade, victime du chômage des jeunes en particulier, est invité à n'être qu'un spectateur passif et docile du combat des gladiateurs. En excluant brutalement et maladroitement des élections les jeunes, les pauvres, les déshérités, le gouvernement et ses alliés au Parlement ont cette fois poussé le bouchon trop loin. Oui. Ils reprennent ainsi à leur compte le fameux slogan « Salaud de pauvres » du film français La traversée de Paris. Or, c'est l'exclusion, réelle ou perçue, synonyme de mépris et d'injustice, qui a fait le lit des Samuel Doe, Charles Taylor, Prince Johnson, Robert Gay avec l'ivoirité, dont les violences ont ensanglanté l'Afrique de l'Ouest. Prenons donc garde et remettons vite l'ouvrage sur le métier si notre objectif est vraiment la paix. Voilà ce qu'on peut retenir de l'essentiel de cette intervention. Dieudonné Biaou. Oui, j'ai lu à travers l'intervention de l'ancien chef de l'État qu'il est préoccupé par la situation nationale. Il est préoccupé par ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays, à savoir la destruction de la démocratie. Et je voudrais rentrer dans le sujet pour dire, quand nous prenons par exemple aujourd'hui la manière dont nos institutions fonctionnent, au niveau de l'Assemblée nationale, pratiquement la minorité est absente. Il y a de cela 2 jours, la minorité était empêchée de parler
On avait empêché la minorité de parler. Et quand vous voyez la Cour constitutionnelle aujourd'hui, qui est l'institution garant même de notre constitution, vous voyez que c'est un avocat du chef de l'État qui est là. Je veux parler du professeur Joseph Diogbenou. Et quand vous voyez comment la lutte contre la corruption, le président Soglo l'a dit, est en train d'être menée où c'est rien que les opposants qui sont revient à la ciblés. lutte contre la corruption. Vous avez évoqué la question des institutions, Oui. il en a parlé, mais je pense qu'aujourd'hui, les parlementaires, de paix avec l'exécutif, en sont à pousser un peu le bouchon trop loin. Ils prennent le cas spécifique de la jeunesse, le code. Là, est-ce qu'on peut dire que le bouchon a vraiment été poussé trop loin? C'est un choix, la loi, dit-on, de la majorité qui a été appliquée. Non, la démocratie n'est pas forcément la loi de la majorité, c'est aussi la protection de la minorité. Et ici, nous parlons du code électoral, nous parlons de la charte des partis politiques. Et quand il y a exclusion, quand on arrive à dire, vous mettez-vous de côté parce que vous autres, vous ne pouvez pas diriger, et que ceux-là qui sont exclus se mettent debout pour dire non, imaginez ce qui peut se passer. Donc c'est bien Alors là, ça, le danger. et jusque-là, le président Nicéphore Dieudonné Soglo est en train d'attirer l'attention du chef de l'État sur ce qui peut se passer dans l'avenir parce que la jeunesse n'a pas encore digéré et la jeunesse ne va pas se laisser faire. Sur ce Le point-là. bas peuple n'a pas digéré, le bas peuple ne se laissera faire. Parce que nous disons, le code électoral qui est voté n'est pas un code électoral pour le peuple béninois, dans aucune démocratie au monde. Donc ça prouve clairement combien de fois l'Assemblée nationale est vassalisée aujourd'hui et les députés eux-mêmes, ils le disent. Oui, de leur façon, la question est revenue plus d'une fois, vassalisation de l'Assemblée nationale. Le président Soglo, dans son style, est revenu sur la question, interpellant les deux institutions. Est-ce qu'on pourra enfin arriver à faire entendre raison, si c'est ce dont il est question? Je préfère m'en tenir aux propos tenus par le questeur de l'Assemblée, le président Valentin Titi-Khoudé, qui se posait lui-même la question. On dit que l'Assemblée est vassalisée, à quoi assistons-nous aujourd'hui? Je préfère aussi m'en tenir aux propos du premier président de l'Assemblée, Éric Oroneté, qui a demandé à ce que l'Assemblée joue davantage son rôle de contrôle du pouvoir exécutif. Ces deux propos me confortent dans ma position et je n'ai plus besoin de revenir sur le sujet de la vassalisation. C'est un fait pour lequel on n'a pas besoin de parler. C'est un Des constat. éléments qui apportent de l'eau au moulin du Tout président est là Soglo? et même les parlementaires le reconnaissent. Tout le monde le sait, c'est une évidence. Et c'est dommage. Mais de là à dire qu'on pousse le bouchon trop loin, est-ce qu'on n'est pas aussi dans l'essai? Vous savez, moi, ma position est assez claire. Et le 3 août 2016, j'ai adressé une correspondance personnelle au chef de l'État. Où je lui disais ceci: le Bénin face aux impasses à l'horizon 2019. Dans le courrier en général, ce que je disais, j'ai fait une correspondance d'une douzaine de pages où j'ai fait une analyse, je dirais, structurelle du pays. Et je disais, le Bénin est rentré dans une crise structurelle. Et si on ne fait rien, on risque d'avoir un système bloqué en 2019. Et quand il le disait, je pense que les gens ont pris ça comme une banalité. Alors que le Bénin traverse une situation depuis 2015 qui ne dépend de personne, d'aucun acteur. Le Bénin a un cycle de vie dans lequel, quand on rentre dans chaque de vie, à la fin du cycle, le système se dégrade complètement de lui-même. Et il ne laisse pas fallu que le chef de l'État, ou bien ceux qui sont autour de lui fassent une lecture systémique du pays pour lui faire comprendre que le Bénin est dans un tournant dangereux. On est dans une crise naturelle, d'abord, structurelle du pays, et il ne fallait pas en ajouter. Aujourd'hui, le drame auquel nous assistons et qui risque d'être fatal pour le peuple béninois en 2019, c'est que, en dehors de la crise structurelle qui est naturelle, que le Bénin connaît après chaque 30 ans, c'est un cycle que le Bénin connaît, le chef de l'État en ajoute par une crise de gouvernance majeure. Et nous avons... Vous ajoutez majeure. Majeure. Nous avons aujourd'hui deux systèmes qui se concentrent. Ce que la nature fait de manière systémique est là, et ce que la gouvernance fait depuis 2016 vient s'en ajouter. Et quand dans ce chef d'État Soglo parle, ce qu'il dit et qu'il dit qu'on a poussé le bouchon très loin,
c'est qu'il n'a pas même trouvé les mots justes pour le dire. Ah bon? Parce que aujourd'hui, nous sommes déjà dans la crise profonde au Bénin. Et apparemment, personne ne voit ce dont nous parlons. Et on ne voit que ceux qui critiquent, on ne voit que des opposants. Ce n'est pas une question d'opposition. Ce ne sont pas d'opposants. C'est une question d'abord de nation. Moi, je suis d'abord citoyen. De l'objectivité. D'abord citoyen béninois avant d'être un acteur politique. Et ce que je dis, mon combat n'est pas un combat politique à priori, c'est d'abord un combat citoyen. Et ce que nous disons aujourd'hui, si les députés reconnaissent qu'il y a eu vassalisation de l'Assemblée, si, dans le cas aujourd'hui du BMP, parce que nous entendons quand même qu'il y a de remous, il y a de cafouillage au sein du BMP, c'est parce qu'eux-mêmes se rendent compte que ce qu'ils sont en train de voter comme loi sont des lois qui détruisent et qui font de l'exclusion. Parce que le système de l'État a été clair. C'est de l'exclusion. Et il a précisé que l'exclusion est le gène qui crée des Samuel Doe, qui crée Charles Taylor et consorts. Parce qu'aujourd'hui, il y a une partie de la population béninoise qui se sent exclue de la gouvernance. Il n'y a que ceux qui se sont fait allégeance, ceux qui ont accepté de s'agenouiller, de s'applatir devant le pouvoir en place, qui ont de la cité au Bénin. Si vous vous hasardez à vous y opposer, on vous écrase littéralement et on prend tous les moyens qu'il faut, apparemment légaux, pour vous écraser et vous arracher du système. Aujourd'hui, quand vous prenez par exemple, il n'a pas cité le cas, mais le cas du crier qui est créé aujourd'hui, qui crée un non-loi. Parce qu'aujourd'hui, on n'a jamais dit la Constitution béninoise que quand on a levé l'immunité des députés, il faut les envoyer devant une cour spéciale. La cour qui devrait les juger est connue. C'est une cour qui a été consacrée par la Constitution nationale du 11 décembre 1990, qui dit qu'il faut les envoyer devant la cour de justice. On choisit délibérément de faire une autre procédure qui n'a aucun sens. Et vous allez voir, dans le même temps où ceux-là, on s'acharne contre eux, parce qu'ils ont juste voulu, dans un pays démocratique, avoir une opinion divergente, alors que nous savons que quand il n'y a pas d'opinion divergente, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de démocratie. Même dans un système dictatorial, si le chef n'a que des laudateurs, il est appelé à disparaître et à aller dans le mur. Aujourd'hui, nous avons un pouvoir avec des dirigeants qui ne veulent que personne les contredise. Si vous hasardez à les contredire, c'est qu'on trouve tous les moyens pour se dire qu'il faut... Problème vous institutionnel, dites-vous, Laurent de Lorfaton, problème sociétal aussi, souligne. Le président Soglo, il dit, je cite, « Le peuple, il le décrit ainsi, vous me direz, si c'est le cas, vous êtes de la masse, le peuple béninois affamé, malade, victime de chômage, des jeunes en particulier. Peuple, donc, invité à être un spectateur passif et docile de combat de gladiateurs. » Vous voyez... Non, le tableau là reste-t-il le reflet du Bénin d'aujourd'hui? Justement, parce que depuis le 6 avril 2016, au lieu de créer des emplois, l'actuel gouvernement ne fait que détruire les emplois. Ceux-là qui sont chassés de leur service sont des Béninois. Et ils sont à la maison aujourd'hui. Et ils n'ont pas de quoi manger. Les étudiants aujourd'hui, à qui on demande de payer 125 000, 150 000 francs dans les facultés classiques, sont des Béninois, sont des jeunes Béninois, dont les parents ont un salaire moins de 45 000 parce que le SMIC aujourd'hui dans notre pays est à 40 000 francs. Alors que tous nous savons que l'UNESCO demande à ce que tous aient accès à la science. Mais aujourd'hui, le gouvernement de Talon est en train d'appliquer ce que nos aînés ont combattu hier, à savoir le numerus clausus. On veut empêcher, par exemple, les enfants de parents pauvres d'avoir accès, par exemple, à la science. Est-ce que vous voyez? Quand nous prenons le pays aujourd'hui, qu'est-ce qui se fait pour la jeunesse? Rien. Le chef de l'État... Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Au lieu de respecter, par exemple, le peuple, au lieu de respecter la jeunesse, nous voyons un gouvernement arrogant en face et qui est en train de narguer tout un peuple. Vous avez suivi comment la jeunesse est révoltée quand il s'est agi, par exemple, de tasser la communication sur les réseaux sociaux. La vérité, il faut souligner que le chef est resté à l'écoute de non, mais peuple. Écoutez, non, ne dites pas ça. Ce n'est pas un cadeau que le chef de l'État a accordé à ce peuple. Si vous dites ça, c'est à croire que vous êtes en train de banaliser. Non, on ne banalise pas. De banaliser le combat que ce peuple a mené. Non, mais c'est parce qu'il y a levé de bouclier. Ah bon? Mais c'est parce que la jeunesse a dit non, nous n'allons pas accepter. Et c'est parce que tout le peuple. Et c'est par là je remercie la diaspora béninoise. Les peuples béninois fait une union sacrée autour de la question. Le chef de l'État a reculé.
Il n'a pas fait cadeau au peuple. Il sait que quand il va continuer comme ça, les gens vont l'arrêter dans cet élan. C'est de ça qu'il s'agit. Ils sont en train de narguer la jeunesse, ils sont en train de narguer le peuple. Et le bas peuple est en train de souffrir. Il n'est pas élu pour régler des comptes aux opposants politiques. Il est élu pour servir la République. Et aujourd'hui, nous ne le voyons pas dans cette logique. Mais de leur façon, votre vis-à-vis ne voit pas le chef du tout dans cette posture. Mais est-ce qu'il ne faut pas nuancer un peu? Parce que le chef a tous les pouvoirs. Et au nom de cela, il pouvait continuer sur sa lancée. Mais à un moment donné, c'est encore lui qui a dit, ben non, il se passe quelque chose, écoutons les différents acteurs impliqués dans ce dossier et coupons la poire en deux. Ça a été fait. Restitution annoncée pour lundi, mais déjà dimanche, les Béninois ont constaté que ce qui leur revenait de droit mais est finalement un acquis. Et on généralise maintenant par rapport à l'intervention de l'ancien président Soglo qui décrit un peuple affamé, malade, victime de chômage de jeunes, laissé donc à lui-même. S'il était à l'écoute du peuple, je pense que la décision ne serait jamais mise en application. Parce que depuis juillet que le décret a été signé, le décret a fuité. Et sur les réseaux sociaux, on a commencé déjà par faire une pression. On a commencé à pas dénoncer par tous les moyens. Et on a cru que ça allait être appliqué le 1er septembre. Et avant cette période, il y avait quand même beaucoup de voix qui se sont levées. Et beaucoup de messages, beaucoup de pression ont été faits sur les réseaux sociaux. Et il n'a pas changé. Non, ce n'est pas une conception. Il n'a pas changé. Ça veut dire que s'il devrait changer, il aurait dû simplement annuler ce décret depuis. Il ne l'a pas fait. Si ce n'est que suite à cette levée de bouclier qu'il a reculé, je pense qu'il a été contraint. Alors revenons à notre contexte où le président pense que le Béninois aujourd'hui, dans son ensemble, c'est un peuple affamé, malade. Et la jeunesse est livrée à un chômage qui ne dit pas son nom. Vous n'êtes pas au chômage de l'Orphaton. Je vais toujours me référer à d'autres pour pouvoir mieux me situer. Le chef de l'État à Parakou, en novembre 2016, a dit que le repas est sur le feu. Et en décembre 2017, il est allé à l'Assemblée dire qu'il n'a pas compris, qu'il n'a pas su que c'était aussi dur, mais de prendre la patience que ça va venir. Et en 2018, en avril 2018, il nous a dit d'attendre un peu. À aucun moment, il nous a dit que le repas est prêt. Et à aucun moment, il nous a dit quand ce sera prêt. Et à aucun moment, on ne sait quand ce sera servi. Et si c'est le chef même qui a dit que le repas est au feu, qui n'a jamais dit que le repas est sorti du feu, constatez que les gens ont faim. Et depuis 2 ans et demi, les gens ont faim, ils n'ont pas eu à manger parce qu'il n'a jamais dit que le repas est prêt. Sûrement qu'il fait des choses, sûrement qu'il se débat. Et on sait que ce débat, la dernière fois, il a dit qu'il est fatigué et qu'il vieillit. Ça veut dire que ce débat, mais lui seul ne va pas nous dire dans quel domaine ce débat et pourquoi se débat-il pour que le repas qu'il a promis depuis 2 ans et demi ne soit pas cuit. Si le repas est cuit, je comprendrai que le peuple n'a pas fait. Et si le peuple a toujours fait parce que le repas n'est pas cuit, ça n'est qu'à lui de nous dire pourquoi. Mais nous, en tant que jeunes, on a toujours dit qu'on peut changer de gouvernance. Parce que la gouvernance actuelle est une gouvernance aveugle, une gouvernance réformiste, une gouvernance arrogante, qui n'écoute personne, qui pense qu'ils ont la science infuse et que sans eux, personne n'a le savoir, sans eux, personne n'a rien à apporter. Mais nous disons tout, nous parlons, nous proposons, mais personne ne nous écoute. Mais quand on parle de la jeunesse, je veux seulement que les gens prennent un peu de bémol. Parce que si les jeunes Africains sont prêts à mourir dans la mer parce qu'ils veulent trouver le meilleur ailleurs, ils sont prêts à mourir au Bénin pour que ça change. Parce que c'est un débat de conscience. Quand dépasse le seuil, il n'y a plus de retour. Parce que quand nous savons que l'avenir n'est pas certain et que le présent ne dépend que de nous, on est prêt à tout faire. Et en 2 ans, le gouvernement en place n'a rien fait en matière d'emploi. Ils n'ont recruté personne. Ils n'ont lancé aucun concours pour recruter. S'ils ont recruté, je le précise partout, oui. La seule fois qu'ils ont recruté, c'était le programme de l'ancien gouvernement qu'ils avaient annulé quand ils sont venus. Ils n'ont fait que recruter ceux qu'on avait supprimés par le passé. Ils n'ont rien fait eux-mêmes quand ils sont venus. La matière d'emploi n'ont rien créé. Ils ont promis créer beaucoup d'emplois à travers le tourisme, parce qu'ils ont promis faire beaucoup de choses au niveau touristique. Rien n'a bougé. Ils ont promis créer beaucoup d'emplois à travers les infrastructures qu'ils vont créer. Rien n'a bougé. Audio, miroir, c'est qu'on peut créer de l'emploi à travers l'asphaltage. Jusqu'à ce jour, ce n'est que de 20 mots. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, en 2 ans et demi, ils n'ont pas créé d'emploi. En 2 ans et demi, ils ont plus affamé les jeunes béninois à qui ils ne donnent aucune perspective. Parce qu'en 2 ans et demi, les privés qui absorbaient une partie de la masse de jeunes déversés sur le marché de l'emploi sont en difficulté.
beaucoup d'entreprises ferment les portes. Et ceux qui sont les gros pouvoirs d'emploi dans le Bénin sont en difficulté. Une difficulté qui non seulement devrait être structurelle, conjoncturelle, mais qui a été accentuée par une gouvernance qui tend à détruire ceux qui sont sur le chemin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement, la fin, le chef d'État le constate et lui-même le dit, qu'il n'y a pas de solution. La seconde chose, il sait que la jeunesse est là. Il a promis de trouver de l'emploi. Et si vous savez, si vous vous souvenez, il a dit qu'il allait créer de l'emploi par le numérique. Et beaucoup y ont cru. Dites-nous aujourd'hui, ce numérique dont il a parlé, qu'a-t-il fait pour qu'au niveau numérique, les emplois se créent, pour que les jeunes trouvent de l'espace? Bien au contraire, ils n'ont rien fait, mais les jeunes se sont battus et ont commencé eux-mêmes par innover à travers le numérique, et un régime qui a pris le numérique comme un axe majeur de sa gouvernance vient simplement à tasser. Et si on y veille, ils reviendront. Parce qu'à la vérité, oui, ce n'est pas la question de la taxation des mots n'est pas là. La question est ailleurs. C'est une solution qu'on veut trouver, un problème qu'on a soi-même créé. Parce qu'ils se créent eux-mêmes les problèmes et après chercher des solutions là où il ne fallait pas les chercher. Aujourd'hui, avec un comité mis sur pied, puisque vous avez évoqué la question, il est envisagé de trouver les solutions idoines pour faire d'ici quelques années du Bénin un village véritablement numérique, le premier de l'Afrique de l'Ouest. Donc, à partir de ce comité, ce qui hier n'a pas pu être possible pourra l'être. Et là-dessus, prenez votre mal en patience. Je ne veux pas croire à ce comité parce qu'on a passé 6 mois à élaborer le PAG. Ce n'est pas un comité qui a travaillé pour le PAG. Ce sont des experts, des consultants un peu partout qui ont travaillé et qui ont élaboré le PAG. Ce n'est pas un programme de société. Ce n'est pas pour la société, c'est un programme d'action de gouvernement qui a pris 6 mois pour être élaboré et qui a été inauguré avec un face inédit. Ça veut dire que si le PAG qui a été élaboré, dans lequel le numérique est un axe majeur, on est incapable de l'appliquer, je pense que le mieux serait qu'on nous parle d'autre chose que du numérique et qu'on nous aide simplement à mieux communiquer au Bénin, à ce que la connexion Internet nous ait une couverture plus large. Parce que c'est quoi la question? Il faut avoir une couverture plus large, que le gouvernement ferait seulement dans un domaine beaucoup plus simple, nous aide et oublie cette affaire de création numérique, d'entrepreneuriat numérique, parce qu'ils sont incapables. Et s'ils n'ont pas pu le faire, après avoir mis en place le PRG, je ne pense pas que c'est un comité qui le fera. Le comité ne fera rien. Le comité ne fera que tourner en rond. Et s'ils gardent à ce comité, si éventuellement ils revenaient sur la taxation des mots et qu'ils disent que maintenant, il faut trouver une nouvelle forme de taxation, je pense que l'idéal qu'ils ont à faire, s'ils ont un travail à faire dans ce comité, le conseil que je leur ai donné simplement, c'est qu'ils trouvent le moyen pour que les mots soient moins chers désormais et que votre appel sera entendu, la gratuité de la connexion au Bénin. La gratuité. De progression de la gratuité. Parce que vous ne demandez pas trop à l'État. Il y a ailleurs, le Bénin aussi peut le faire si nous voulons vraiment faire le Bénin. Le Bénin a besoin de moyens. De l'or, oui. Je note même à travers ce qui se fait aujourd'hui que le gouvernement a renoncé en quelque sorte au programme d'action du gouvernement. Comment? Oui, mais dans le programme d'action, il est clair que désormais, je vais travailler pour rendre l'Internet, l'accès à l'Internet gratuit au peuple. Et dans le programme d'action, ils ont promis 500 000 emplois à la jeunesse. Dans le programme d'action, il y a ce qu'on a appelé Arche. Dans le programme d'action, l'asphaltage aujourd'hui, mais c'est du vent. Des milliards qui sont chaque fois... Mais ça a commencé petitement. Non, mais écoutez, ça a commencé dans la presse. Ça a commencé dans la presse du gouvernement. Mais sur le terrain, nous ne voyons rien. Ça fait 2 ans et demi. Ça lui reste 2 ans et demi. C'est un mandat unique. C'est 5 ans. Il a demandé 5 ans. Rien ne se dit non plus. Dieudonné, rien ne dit que derrière le rideau, qu'il n'y a pas du travail qui est en train d'être fait, quitte à créer la surprise. 3 ans et demi de cela, si c'est possible. Et vous découvrez tout ce qui était en train d'être concocté pour vous. Bon, c'est notre souhait, mais en matière de gestion, il n'y a pas de la magie. Il faut commencer de quelque part. Mais si aujourd'hui, on laisse le travail de côté et on se verse dans la propagande et maintenant dans le règlement de compte aux opposants, ou bien croire que parce que tel est en train de dire, ça dit quelque chose qui est contraire à ce que nous disons, alors là, il faut lui régler le compte. Mais non, aujourd'hui même ce que l'ancien chef d'État, le président Nissofo Dieudonné Soglo a dit, mais c'est de l'humilité. Il est en train de montrer à son fils talent que je veux que tu réussisses.
Parce qu'il n'a pas intérêt que Talon échoue. Et là maintenant, c'est au président Talon de laisser son orgueil de côté. Son orgueil de côté et de savoir que ce qu'on veut de lui, c'est qu'il réussisse. Aujourd'hui, il n'a pas intérêt à ce que le peuple souffre. Mais on a l'impression que c'est quand le peuple souffre, c'est quand la jeunesse crie, c'est quand les femmes aujourd'hui qui ne peuvent plus bénéficier d'une césarienne gratuite parce qu'il y a du flou autour de ces questions sociales que le gouvernement défait. A pu garantir à la société. Vous parliez du président qui veut voir son fils réussir. Oui, là-dessus, il a évoqué l'un des chantiers qui tient particulièrement à cœur à l'actuel chef de l'État. Il s'agit de la lutte contre la corruption de l'Olfaton. Mais Youssoupha Soglo en fait encore toute autre lecture qui, ma foi, amène à s'interroger. L'homme fait-il la lecture exacte de la démarche du chef de l'État? Je rappelle ce qu'il a dit, que vous avez suivi tout à l'heure. Il constate plutôt que l'actuel chef de l'État fait de la lutte contre la corruption, dit-il, la mise en application d'une vieille philosophie. Œil pour œil, dent pour dent. La loi du talion, l'esprit de revanche. Ces mots alliés dans le contexte actuel, avec des cas de fait quand même avérés, la juxtaposition s'imposait-il? Vous savez, si vous observez bien le chef de l'État, ceux qui l'ont supposé, ceux qui l'ont aidé, ils ont été tous promus quand elle est venue. Ceux qui étaient ses alliés avant que la crise ne commence et ceux qui l'ont soutenu au cours de la crise de 2012 à 2016 ont été tous promus et sont aujourd'hui ceux sur qui il compte le plus. Ça veut dire qu'il est resté dans une position liée à cette crise. Tout ce qu'il fait lié à la crise. Si au moins on a vu que ceux qui étaient avec lui, ceux avec qui il a géré cette crise, ceux qui étaient même concernés par la crise, si on a vu que quelques-uns parmi eux étaient écartés, on comprendrait. Vous avez vu que, vous savez bien, ils sont tous avec lui, promus et au beurre, au nom de la République. Quel lien avec la corruption, la lutte contre ça veut dire que ceux-là sont tous protégés. Et si par le passé, ceux-là avaient des dossiers, on n'y touche pas du tout. C'est-à-dire que si ceux-là qui étaient avec lui, avec qui il a géré cette crise, sont protégés, hyper protégés, et que vous voyez qu'en face, ceux qu'on poursuit ne sont que ceux qui étaient hier les plus fidèles du chef de l'État. Vous voyez la nuance. Regardez bien ceux qui sont là aujourd'hui poursuivis, ceux avec qui il y a un acharnement sans merci. Ce sont les anciens fidèles chefs de l'État. Ceux qui étaient très proches de Boni Yayi, ce sont eux aujourd'hui qui sont poursuivis. Ceux qui étaient autour de Boni Yayi, qui étaient dans la périphérie, vous allez voir, eux ne sont pas inquiétés. Et que si on observe cette deux logiques, où lui protège les siens, avec qui il est resté dans la crise, et qu'il combat les autres qui sont restés avec l'ancien chef d'État, on comprend que ce n'est qu'une loi qu'il applique. Mais une loi qu'il applique mal. Parce que, pourquoi il dit qu'il applique mal? La loi de Talion appartient ou bien relève d'une époque, une époque moyenâgeuse, une époque très très lointaine qui n'est plus celle que nous vivons aujourd'hui. Il faut qu'il ait la conscience que le monde a évolué et qu'on ne peut pas continuer par appliquer des lois qui sont vieilles de plus de 1000 ans à une époque révolue. L'idéal serait quand même pour lui qu'il cherche à gouverner le Bénin qu'on lui a confié et non à régler ses problèmes personnels. Alors, Dieudonné Biaou, l'esprit revanchard gouvernerait-il la gestion du pouvoir sous le régime Talon? La lutte contre la corruption, aujourd'hui enclenchée par le chef de l'État, c'est du pipeau. C'est du pipeau d'autant plus que les dossiers qui tiennent à cœur les Béninois, à savoir les dossiers Maria Gleta, siège de l'Assemblée nationale, CNSAD et autres, les acteurs de ces scandales-là aujourd'hui sont avec le chef de l'État, c'est lui qui les protège. Et à lui maintenant d'aller monter des dossiers nouveaux. Non, attention. Non, mais contre... des choses dont vous avez la preuve. Oui, mais... La justice fait son travail, non, le gouvernement fait aussi son travail. S'il vous plaît, et la hiérarchisation des normes est aussi là. Voyez par exemple aujourd'hui le dossier Djanotin. Il y a un dossier qui s'appelle comme ça? Non, mais... Allez-y. Mais aujourd'hui, il est poursuivi pour la filière coton, pour la campagne cotonnière.
Mais tout le monde sait celui qui est le patron du coton, le magnat du coton au Bénin. Et on ne peut pas poursuivre aujourd'hui le président interministériel du coton, de la campagne cotonnière, sans pouvoir poursuivre le ministre de l'Agriculture d'alors. Tout le monde sait que le ministre de l'Agriculture d'alors avec le président Patrice Talon aujourd'hui. Mais quand vous voyez ces faits, et que par exemple le député Simplice Dossou Kodjo, dit-on, il avait un dossier là, et on a attendu le jour, lui, il s'est levé à l'Assemblée nationale pour dire attention, ce que vous faites, ça rime à de la vengeance. Attention, monsieur le président de l'Assemblée, vous êtes un aîné, revoyez votre copie. Le lendemain, dans la presse, on nous annonce que le procureur a saisi le président de l'Assemblée pour qu'on lève son immunité. Vous ne croyez pas au hasard? Non, mais ce n'est pas un fait de hasard, parce que les gens même nous ont promis une politique de rage de ruse, et c'est ça qu'ils sont en train de mettre en exécution. Et là, nous disons que pour une lutte contre la corruption, ça doit être une lutte impartiale. Le dossier de l'Assemblée nationale, le chef de l'État doit aller au bout. On doit publier les audits aujourd'hui. On commet des audits sans informer même, ça dit ceux qui sont impliqués, et après, on les interpelle seulement à la BEF, ou bien avec un code pénal qui est voté dans une nuit où personne ne sait, comment avec 15 députés où on insère une commission dite en criette et autres là. Et maintenant, on commence par convoquer les gens qui devaient être écoutés par la haute cour de justice. Nous sommes où? C'est une démocratie, ça, là? Vous êtes où? C'est la grosse interrogation qui est venue clôturer l'intervention de l'ancien président Dieudonné Soglo. Mais avant, il a fait un appel. Cet appel a-t-il aussi sa raison d'être? S'interroge certains béninois. Je vous le rappelle par ici, vous l'avez suivi tout à l'heure, il dit ceci: prenons garde et remettons vite l'ouvrage sur le métier si notre objectif est vraiment la paix. Écoutons enfin le peuple, car c'est lui le souverain et l'arbitre avant qu'il ne soit trop tard. Méfions-nous, comme nous le dit La Fontaine dans ses fables, que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. De leur façon, y a-t-il des flatteurs? Nous retrouvons avec le Bénin dans les fables de La Fontaine. Ce schéma renvoie-t-il à l'image exacte du Bénin d'aujourd'hui? Celui qui parle fut chef de l'État au Bénin. C'est vrai. Et il connaît bien les Béninois. C'est vrai aussi. Et c'est que quand vous avez le pouvoir, ils sont capables de vous dire tout ce qui est possible. Et ils sont en train de lui dire tout ce qui est possible au chef de l'État, Patrice Talon, qu'il est bon, qu'il est beau, que tout ce qu'il fait est bon. Donc il doit se méfier de son Ces entourage. idées sont les meilleures idées au monde et que sans lui, le Bénin serait un désert de compétences. De l'Orphaton, ça va être votre mot de la fin. Allez-y à la conclusion. Ça veut dire que son appel est bien et cet appel me réconforte. Mais je crains que cet appel ne soit pas une fois encore écouté parce qu'apparemment on n'écoute personne. Mais quand on ne va pas écouter personne, le déluge viendra de tout, on ne l'espère jamais. Merci à vous de l'Orphaton. Oui, Dieudonné, votre mot de la fin. C'est quoi l'adresse ultime pour vous? Le peuple béninois est un peuple guerrier, un peuple combattant. Nous sommes les descendants de Kaba, de Bioguera, de Béanzin. Et aujourd'hui, si Patrice Talon, le président de la République, veut réussir son mandat, veut que les Béninois le portent en triomphe à la fin de son mandat, il n'a qu'à écouter ce peuple. Mais à continuer pas massacrer ce peuple, à continuer pas brimer ce peuple, il sera étonné de voir le peuple un jour se lever pour dire non, pour enfin arrêter maintenant la saignée. Merci à vous, Dieudonné Biao. Merci de l'Orphaton. J'étais l'utilisateur. Merci pour l'attention. 100% Bénin pour le numéro du jour. Ce sera tout. Nous vous faisons compagnie sur cette citation de l'essayiste et homme politique français François Bayrou. Les vrais ennemis du développement à combattre sans répit, ce sont, dit-il, le chômage, l'échec de l'éducation, l'exclusion, la pauvreté, les fins de mois difficiles. Les ignorés seraient passés à côté de l'essentiel. Vous aspirez au bien-être collectif, mesdames, messieurs, vous savez désormais ce qui reste à faire. Quant à nous, on se donne rendez-vous demain pour d'autres aventures toujours denses. À très bientôt.